Eh bien, comment ça va la mini communauté? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'histoire du Lixana. Donc c'est l'épisode 2, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite tout de suite à aller le voir pour mieux comprendre le début. Et donc je vous laisse sur ce, alors, si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir. Bon c'est bon, vous avez vu la première vidéo, vous êtes au point. Du coup, c'est parti pour l'histoire du Lixana, partie 2. Donc, à la mort de Crotio en 539, sa femme Catherine de Bouvet renomma Crotius, donc la capitale du Lixana si vous vous en rappelez plus, en l'appelant Crotio en l'hommage à son défunt mari. Et c'est donc du coup en 539 que Crotio s'appela Crotio finalement. Et c'est donc Crotio II qui prit la place de son père à la tête du royaume du Lixana, et c'est avec lui que le Lixana se lança dans le commerce maritime, notamment avec l'Empire byzantin en 540. Ces échanges commerciaux ont permis au Lixana de ne pas rentrer en guerre contre le grand empire byzantin qui ne cessait alors de s'étendre. Ces échanges commerciaux, assez avantageux il faut le dire, s'arrêtèrent avec l'arrivée à la tête de l'empire byzantin de Justin II en 565, qui voulait arrêter ces échanges afin d'économiser de l'argent. Heureusement, Crotio II accepta et ne prit pas mal la décision de son homologue byzantin. Lors d'un voyage en bateau en 566, 3 des 5 enfants qu'avait eu Crotio II avec son épouse Naftiral, qu'il épousa en 537, moururent noyés dans le naufrage du coup de ce même bateau. Cet événement catastrophique marqua un tournant dans l'histoire de la royauté lixanéenne. Effectivement, suite à ce naufrage, Naftiral perdit complètement la tête et pensant qu'il s'agissait d'un acte terroriste, poussa son mari à retrouver les familles de toutes les personnes présentes sur le bateau et à les exécuter sans aucun jugement. Cet acte de barbarie infâme déclencha une vague de haine énorme envers Naftiral qui mourut assassiné en 575. Après une courte enquête menée secrètement par le fils aîné du roi, Crolus II dit le Bon, ce dernier découvrit avec effroi que l'assassin de sa mère était en fait son propre père. Il organisa alors un coup d'État qui, étant soutenu par l'armée et le peuple au vu des dernières révélations sur le roi, se déroula sans éclat. Sa première décision fut donc bien évidemment d'emprisonner son propre père à vie. Après que le roi des Visigoths, Récarède Ier, ait imposé comme religion officielle le catholicisme dans son royaume, et avec l'arrivée du christianisme au Lixana, Crolus le Bon déclara le Lixana comme laïque en 590, craignant qu'une guerre civile éclate entre les Lixanéens, qui ont pour la plupart gardé des religions anciennes et diverses, et les chrétiens. Cette décision rassura beaucoup les chrétiens qui pensaient se faire persécuter au Lixana, à tel point que le christianisme se répandit si vite que le fils aîné du roi, Probus IV, s'y convertit en 594 et devint ainsi le premier membre de la famille royale du Lixana à se convertir au christianisme. Lorsque Probus IV accéda au pouvoir en 602, il conserva la laïcité lixanéenne malgré le fait qu'il y avait de plus en plus de chrétiens au Lixana. Cette action permettra au Lixana de ne pas rentrer en guerre contre les Visigoths après l'arrivée au pouvoir de Witteric. Avec l'assassinat de Witteric en 610, Probus IV commence à s'inquiéter de plus en plus à propos des Visigoths, jugeant ces derniers comme étant instables. En effet, vers 618, Zizébut, roi des Visigoths, ayant pour objectif d'unifier la péninsule ibérique, envoie des représentants au Lixana pour négocier avec Probus IV afin de récupérer quelques terres en Lorée, en évitant ainsi une guerre qu'il ne souhaitait pas faire contre un royaume quasi entièrement catholique. Mais Probus IV, ne voulant ni léguer des terres que son peuple a obtenues en faisant couler le sang, ni accepter un accord avec un roi qui aurait apparemment converti 90 000 juifs de force par principe, refusa. Zizébut le prit bien évidemment très mal, mais ne voulant pas relancer une guerre en plus de toutes celles qu'il avait déjà faites, accepta la décision de son homologue lixanéen. Probus IV, pensant que cette paix ambiguë entre les Visigoths et le Lixana ne durera que tant que les Visigoths se battront ailleurs, prépare son armée à une potentielle future guerre avec ces derniers. Malheureusement, en 684, Zizenande, roi des Visigoths, déclare la guerre au Lixana pour récupérer la Lorée qu'il juge comme empiétant sur ses terres. On appellera cette guerre la première guerre lixano-visigothique.
Probus IV envoie alors son armée de 190 000 hommes, plus que préparés à la guerre aux frontières. Malgré de nombreuses offensives des Visigoths, ces derniers n'arrivent pas à percer les lignes lixanéennes et sont repoussés en 635 en ayant tué seulement 9000 soldats ennemis. Le roi Sisenand rencontra le roi Probus IV à Skythio, une ville frontalière, pour y conclure le traité de Skythio de décembre 635 qui définit les frontières du Lixana comme étant celles de 513. Ainsi, le Lixana reprend les territoires qu'il a perdus et les Visigoths font de même. Cela dit, les Visigoths étant considérés comme les perdants de la guerre, ils doivent verser environ 5000 bateaux d'or. Donc les bateaux d'or, c'est la monnaie du Lixana. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, un bateau d'or, c'est environ une dizaine de miches de pain. À la mort de Sisenand en 636, Probus IV fit un discours pour annoncer à son peuple que la paix avec les Visigoths sera maintenue tant que ces derniers le voudront. À la mort de Probus IV en mai 641, c'est son fils Crolus III qui prit le pouvoir. Et Crolus III doit faire face dès 642 à l'arrivée de quelques opposants du nouveau roi des Visigoths, Chindasvinte. Ces arrivées ne poseront pas trop de problèmes et Crolus III mourra un an plus tard après seulement 2 ans de règne. Et c'est alors Triter, son fils, qui prit le pouvoir. Après une visite du nouveau roi des Visigoths, Résesvinte, en 654, ces deux rois se lient d'amitié et mettent en place un commerce permettant leur développement commun. Les deux rois étaient si proches qu'en 672, Triter se rendit aux funérailles de son ami. Cet événement est historique puisque c'est la première fois dans l'histoire du Lixana qu'un roi va à une cérémonie à l'étranger. Malheureusement, avec l'arrivée de Wamba, ou Vamba, je ne sais pas comment ça se prononce, au trône Visigoth, les relations entre le Lixana et les Visigoths se sont détériorées. En effet, Vamba voulant conquérir la Lorraie, il déclare la guerre au Lixana en 673. On appellera donc cette guerre la deuxième guerre lixano-visigothique. Malgré les quelques avancées lixanéennes en janvier, la guerre se stabilise vers février et début mars, les Visigoths et leurs alliés lancent une grande offensive. Début juillet, après avoir perdu plus de 60 000 soldats en 7 mois, Triter rencontra Vamba à Crotio pour signer le fameux traité de Lorraie qui fait perdre la Lorraie au Lixana et place ce dernier sous une sorte de tutelle du royaume des Visigoths. Sous la tutelle des Visigoths, Triter devient une sorte de gouverneur de la province visigothique du Lixana. Le peuple, quant à lui, est très mécontent. En effet, les soldats qui ne sont pas morts au combat ont pour la plupart été faits prisonniers et envoyés on ne sait où. De plus, les témoignages de soldats revenus disant avoir été commandés par des traîtres, ce qui n'est pas totalement faux, déclenchent la première révolution de l'histoire du Lixana en janvier 674. Le peuple, suivi du reste de l'armée, monte à Crotio et renverse le roi accusé de trahison. Et il faut dire que ses relations avec Résesvinte n'arrangent pas son cas. Le peuple n'aura même pas le temps d'instaurer un gouvernement provisoire que les troupes des Visigoths encore présentes aux frontières sont envoyées à Crotio et dans la nuit du 17 février massacrent les révolutionnaires. Ce massacre sera appelé le massacre du 17 février et déclenchera une vague de haine colossale au Lixana. Malgré cela, Triter est libéré de prison et est remis sur le trône par les Visigoths. En novembre, Triter est contraint d'abandonner la laïcité lixanéenne, déclarant le Lixana comme étant un État chrétien. Il doit participer de force à l'éradication du judaïsme dans son royaume. Ces mesures firent encore plus monter la colère au Lixana et cette colère mena à une seconde révolution en avril 675 et cette fois-ci menée par le fils cadet de Triter, Latris. Cette révolte, cette fois-ci menée plus intelligemment que la précédente de par le fait que Latris, connu pour être un excellent stratège, fit passer cela pour une révolte antisémite envers les généraux lixanéens. Par conséquent, les Visigoths ne réagirent pas tout de suite, et de ce fait, la révolution prit de l'ampleur jusqu'en août, date à laquelle les Visigoths intervinrent en représailles de l'assassinat du bras droit de Triter, Sem XIII, qui était, de source sûre, chrétien. Malheureusement pour les Visigoths, lorsqu'ils intervinrent, il était déjà trop tard, et Latris avait déjà renversé son père et ses frères. Donc les frères de Latris étaient de mèche avec son père. De ce fait, Latris déclara pour la troisième fois en moins de 50 ans la guerre aux Visigoths. Cette guerre sera appelée par la suite la première guerre d'indépendance lixanéenne.
D'abord rapidement débordée en septembre par les troupes wisigothiques, Latrice se réfugia à Crotio le 2 septembre et le siège de Crotio débuta. Ce siège ne dura que 3 semaines car partout dans le pays, des insurrections anti-wisigothiques apparaissent en plus de la menace musulmane au sud. Par conséquent, début octobre, les troupes des Wisigoths sont repoussées et le 7, un accord est signé entre Latrice et Vamba pour garantir l'indépendance du Lixana. Et c'est ainsi que le 8 octobre, Latrice est sacré roi du Lixana dans la splendide cathédrale de Crotio. Latrice annule alors la décision que son père a dû prendre concernant la religion et redéclare le Lixana laïque le 9 octobre. Après seulement 2 mois de règne, Latrice débuta la mise en place de grandes réformes, notamment celle de mars 676 qui créa une sorte de service militaire de 2 ans pour tous les hommes de 19 ans, ainsi qu'une nouvelle monnaie en plus du bateau d'or, la barque d'or. Donc un bateau d'or, c'est 100 barques d'or. Enfin, sa réforme la plus célèbre est celle d'octobre 676 qui créa le tribunal royal qui permet aux criminels d'être jugés par des représentants du roi. Bon et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc cette fois-ci j'enregistre ça avant d'avoir fait le montage, mais je sais déjà que j'y ai passé beaucoup moins de temps, rien qu'à l'écriture ça m'a pris beaucoup moins de temps. Donc j'espère que pour vous ça n'a pas été un travail trop bâclé et que vous avez quand même aimé ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous en activant la cloche de notification et dites-moi votre avis en commentaire finalement pour que je sache ce que je devrais améliorer ou pas. Et puis je vous dis sur ce, des gros bisous et à bientôt.